Allez, bonjour pour un nouvel épisode de Ça passe ou ça clash sur le sommet de l'élevage, c'est le jour 4. C'est sous le hangar qui est en partenariat avec le comptoir des éleveurs. Je suis Jean-Baptiste, c'est moi qui anime ce plateau. Je suis aussi agriculteur et je suis avec Philippe Collin. Philippe, tu nous viens d'où? Tu fais quoi? Je suis agriculteur, je viens dans le Grand Est. Je suis polyculteur éleveur et puis avec une unité de méthanisation depuis une quinzaine d'années. Voilà. Tu peux en rajouter, hein, tu es éleveur agriculteur en bio. C'est ça, en bio, donc polyculteur éleveur bovin viande, méthanisation, une petite partie de la méthanisation utilisée en carburant véhicule, et puis dernier projet en cours qui a démarré au mois de juin, une huilerie et une meunerie collective sur 4000 hectares bio en collectif porté avec d'autres agriculteurs. Voilà, un agriculteur aussi très présent sur LinkedIn, que vous pouvez retrouver à travers son nom, qui prend position sur plein de sujets, qui partage son expérience sur plein de sujets et puis auprès de tous ceux qui veulent s'intéresser à l'agriculture. Voilà. C'est ça, avec une certaine nuance. Et un point de vue bien affirmé quand même. Philippe, alors donc sur cette émission Ça passe ou ça clash, normalement on devait avoir Alain Barbier en fait du Shift Project, mais voilà, les aléas du sommet fait que on ne l'a pas dans les timings, donc on démarre quand même cette émission. Le principe, ça passe ou ça clash, moi je vais te proposer en fait des réflexions. Donc on était plutôt parti sur le sujet de l'agriculture, les enjeux énergie qu'il peut y avoir, par rapport à ce qu'il y a devant nous, hein, sur l'énergie qu'on aura ou qu'on n'aura pas, le carbone qu'il faut essayer de limiter, en tout cas dans l'atmosphère, mais plutôt l'avoir dans le sol. On va essayer de traiter un peu tous ces sujets-là. Pourquoi on le traite? Parce que aussi le Shift Project est en train de mener une enquête pour sortir d'un rapport en fin d'année justement sur ces sujets-là. Donc on va les traiter, puis on en reparlera peut-être un peu à la fin. Et puis évidemment, à chaque fois que je vais te donner une proposition, tu vas me dire ça passe. Enfin, si ça passe, tu vas me dire... si tu es d'accord, tu vas me dire ça passe. Si tu n'es pas d'accord, tu vas me dire ça clash. D'accord. Et il y a un petit jingle que tu vas entendre. Alors pour reprendre peut-être un complément, parce que si Alain n'est pas là, il faut savoir que le rapport agricole, du scénario agricole sortira le 12 décembre. Donc ça sera un scoop, mais suite à la consultation où il y a eu 7000 réponses. Voilà. Donc on a eu encore une réunion hier matin avec les responsables du projet agricole et c'est plutôt bien parti. Ok, allez, on y va. Donc tu t'étonneras pas, tu vas entendre des petits jingles qui vont y aller. Sujet 1. C'est parti. Sujet 1. La biométhanisation. Faut-il la pousser dans toutes les fermes? Ça passe ou ça clash? Dans toutes, ça serait compliqué, parce que toutes génèrent quand même des déchets et puis pourraient prétendre à la méthanisation, mais toutes n'en ont pas les moyens financiers, toutes ne peuvent pas porter un projet elles-mêmes. Par contre, la réserver à une seule valorisation, ça clash. Alors hop, un petit jingle, ça clash. Donc on peut zoomer un peu là-dessus parce que toi tu as quand même une vraie expertise sur le sujet. En plus, il y a plein de styles de méthanisation. Il y a plein de façons de faire de la méthanisation. Il y a comme les chasseurs, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Toi, ton regard, c'est quoi sur la bonne méthanisation? On est tous bons sur la partie méthanisation. Après, il faut respecter certaines règles. Maintenant, au niveau de la valorisation, en fait, c'est presque un non-sujet. Nous, on est producteurs de biogaz. Voilà. Donc, les premiers ont fait de la cogénération, les nouveaux font de l'injection. Aujourd'hui, il y aurait une tendance de dire on a besoin de gaz, donc il faut que de l'injection. Malheureusement, il y a des projets qui aujourd'hui ont construit un écosystème sur leur ferme avec de la thermie décarbonée. Ça, on a souvent oublié d'en parler. Le gaz, quasi la totalité du gaz, c'est pour de la thermie décarbonée. Donc c'est très bien d'appeler des gaz verts, mais c'est très bien aussi d'avoir des petites unités qui sont parfois loin des réseaux ou qui coûtent très cher à raccorder, qui ont des plus petites capacités d'investissement ou peut-être des investissements qui pourraient être faits à plusieurs agriculteurs avec des réseaux de chaleur dans un village par exemple. Donc il y a encore plein de possibilités. Maintenant, il faut qu'on essaye de regarder les meilleurs systèmes et puis surtout des systèmes complémentaires dans le mix énergétique. Voilà. D'autant plus, on peut zoomer un peu plus parce que toi, tu as un sujet que tu n'as pas trop abordé, mais chez toi, ça existe. Tu as une station
En fait, quand tu parles justement des fermes qui peuvent être un peu isolées des réseaux, toi, tu illustres le fait qu'on peut avoir une station service de GNV et puis fournir et toi tes véhicules sur la ferme, mais aussi les véhicules du voisinage, quoi. Voilà, alors on est quelques-uns, hein. Aujourd'hui c'est plutôt presque encore, enfin je ne sais pas dans de l'innovation, mais c'est un modèle qui existe et puis qui est regardé. Donc on est 5 stations et puis après il y a quelques injecteurs qui ont aussi des sociétés, pas des unités de ravitaillement. Ça permet d'alimenter des flottes captives. C'est pas avec ça qu'on va faire rouler tous les camions de la France, mais ouais. Ça fait partie justement du mix. Aujourd'hui, si le gaz peut faire rouler ces camions-là, c'est très bien. Il y a d'autres innovations qui arrivent sur de la partie biogaz méthanol, sur de la partie biogaz porté, sur de la partie biométhane porté. Donc toutes ces innovations, elles ont le mérite d'exister. Maintenant, il va falloir réfléchir demain comment on continue de construire une filière biogaz, sachant qu'aujourd'hui on a un petit peu le pied devant le mur parce qu'on a construit la première valorisation qui est la cogénération et on risque d'avoir des unités qui n'auront même pas les moyens de continuer leur unité de méthanisation parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire défini. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce qui va, s'il n'y a pas de cadre, à la rigueur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, en quoi ça peut les freiner dans leur projet? Alors en fait, pour rentrer un petit peu dans le détail, hein, là on va rentrer un petit peu dans le détail technique. Aujourd'hui, en cogénération, il faut savoir quand on va arriver en dernière année de contrat, on va avoir l'interdiction de vendre du courant avec un tarif réglementé. Ouais. Parce qu'en fait, on va le vendre au tarif de marché. Ça, c'était valable quand on a eu nos tarifs, mais quand on a eu nos tarifs, il n'y a pas eu la guerre en Ukraine. Ouais. Il n'y a pas eu le Covid, il n'y a pas eu l'inflation, il n'y a pas eu l'augmentation de charges. Et en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans des effets d'aubaine si on vend sur le tarif de marché. Donc aujourd'hui, en fin de parcours, il faut commencer à regarder. On ne peut que se satisfaire d'avoir un contrat de 20 ans, enfin un agriculteur où on lui dit pendant 20 ans, tu es sûr de vendre tes denrées. Ça, c'est une super aubaine. Maintenant, il y a des choses sur 20 ans qui se passent et il faut des régulateurs. Ouais, en tout cas, il ne faut pas se réveiller à 20 ans pour dire comment je dois me réadapter au contexte 20 ans plus tard, quoi. Très bien. On va prendre une autre question. Sur les sujets d'ailleurs un peu qui tournent, quand nous on a eu l'occasion de faire l'interview de Jean-Marc Jancovici justement sur ces sujets, il a abordé plusieurs fois le fait que si on veut une agriculture qui change dans sa forme, il va falloir accepter de la payer plus et de la protéger. Donc je te pose la question dans ce sens. Fixer les prix agricoles pour mieux payer les agriculteurs, ça passe ou ça clash ? Alors ça passe pour les agriculteurs, mais ça clash peut-être pour le consommateur. Je sais pas, j'entendais ce matin qu'il y a une diminution de consommation de fruits et légumes parce qu'ils ont augmenté. En fait, c'est toujours le rapport de l'équilibre. Et mon avis là-dessus, c'est que tant qu'on n'aura pas des fermes qui auront un revenu qui permet d'envisager les transitions, quand on envisage une transition, on prend un risque. Parce qu'on ne sait pas où on va, hein, on ne sait pas quel levier agiter. On a vécu des années sèches et puis là cette année on a vécu une année différente. C'est vraiment par là que ça passe. Aujourd'hui, je pense que tout agriculteur qui aura une capacité financière acceptable pourra entamer des transitions. Si on n'a pas ça, je pense qu'il y a des agriculteurs qui vont lâcher le torchon. Donc grosso modo, si tu n'as pas un stock de trésorerie d'avance, il n'y en a pas sous le matelas, tu n'y vas pas, quoi. Ben voilà, je pense que tu es bien, tu côtoies quand même pas mal d'agriculteurs. Aujourd'hui, les trésoreries, en quelques années, elles ont quasi été absorbées. Et ça va donner une grosse problématique. Avant, on parlait de une filière élevage, une filière maraîchage, une filière arboricole. Là, aujourd'hui, c'est la filière céréalière. On voit qu'il y a vraiment un gros malaise dans les filières agricoles. Ce qui, pour aller même encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des changements, on dit qu'il faut évoluer, mais ces changements, des fois, on va les subir, au fur et à mesure. C'est un peu comme une grenouille qui est dans l'eau chaude, l'eau est en train de chauffer, puis finalement, on va devoir les subir. Donc, au début, ça va râler, mais ça veut dire que si on n'a pas la trésorerie pour être volontaire, pour changer, mais si on ne l'a pas non plus pour de toute façon évoluer en subissant, ça veut dire qu'il va y avoir de la casse, quoi. Oui, mais
En fait, pour changer, c'est assez vite fait. Ça va être des réseaux. Non, si on nous donne les capacités où on assume le risque. Ouais. Qui assume le risque? L'agriculteur ne peut pas l'assumer tout seul. Ouais. Il y a un secteur amont-aval qu'il faut qu'il l'assume avec nous. Et il y a le consommateur. Moi, je dis toujours, je suis agriculteur, j'ai eu la chance de naître dans une famille d'agriculteurs qui va transmettre à un jeune agriculteur parce qu'il y a une société qui me délègue pour son alimentation, pour son énergie, pour des biomatériaux, etc. Maintenant, c'est comment on passe cette transition-là où cette société-là, il faut qu'elle comprenne que pour avoir les mêmes demandes demain ou des demandes qui vont s'adapter justement aux contraintes climatiques, géopolitiques, ben c'est à quel prix on l'a. Donc soit on pousse le système très loin et on sait qu'à un moment donné ça ne tiendra pas. Si on détruit un pan de l'agriculture française et qu'on compense par des importations, à court terme ça va très bien. Ça c'est un pont. Enfin, quand on éteint le feu qu'un extincteur, ça va bien dans les 2 premières minutes. C'est un peu ce qui se passe en ce moment, on pourrait dire. Un poil. Ouais. Il y a le Premier ministre qui est là, donc on pourra peut-être qu'on va bien dire. Ok. Le sujet d'après, la question d'après que je voulais te poser, sur les énergies renouvelables sur les terres. Des panneaux solaires à la place des cultures, ça passe ou ça clash ? Si c'est à la place des cultures, ça clash, mais j'ai bien ma petite idée là-dessus. Les panneaux solaires ne remplacent pas les cultures et viennent en complément. Ouais. D'accord ? Et là, ça passe. En ce moment, c'est un sacré débat. Et en plus, là, quand on est sur un salon, on en voit partout de ces sujets. C'est le salon, moi, toujours qui m'impressionne par le nombre de stands agrivoltaïsme et photovoltaïque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, Alain Barbier, vous venez d'arriver. Je vous en prie, placez-vous à côté de nous. Hop là, je vous confie le micro, vous le posez sur le menton, comme ça, et on peut répondre. Bonjour à vous. Merci. Je vous laisse vous présenter quand même, puis on va continuer. Alain Barbier. Donc, allez-y. Alain Barbier, retraité actif, membre des Shifters, une structure qui suit les travaux du Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Et on est présent au sommet d'élevage cette année. On a lancé une grande consultation aux agriculteurs sur les problèmes de décarbonation avec l'énergie fossile et le climat, et comment on peut faire que l'agriculture soit résiliente et évolue. Très bien. On a eu l'occasion, nous, avec le Sous le Hangar, justement, de faire l'interview de Jean-Marc Jancovici, interview que vous pouvez retrouver justement sur Sous le Hangar. On a abordé plein de sujets pendant 2h20. Et Jean-Marc Jancovici, spécialiste, le punchliner du climat et de l'énergie, spécialiste sur ce sujet-là. Je continue. Je propose en fait des phrases et des citations. Et si on aime, on dit ça passe. Si on est contre ce que je viens de dire, on dit plutôt ça clash. Et après, je vous invite à donner votre point de vue. Okay. Donc, on va continuer. Je vais revenir un peu sur la méthanisation. Produire du gaz ou de la bouffe sur des terres agricoles, ça passe ou ça clash ? C'est-à-dire au stade actuel où la méthanisation est développée, ça passe. Au stade où on veut que ça, qu'on ait les objectifs en termes de terawattheure, je suis pas sûr que ça passe à cause de la répartition de la biomasse de différents usages, pas que de l'énergie, pas que de l'alimentation humaine, mais aussi des biomatériaux et aussi au niveau de l'alimentation animale. Ça passe avec des réserves. Les réserves, le premier intérêt, c'est l'autonomie des fermes en énergie. C'est un moyen que le matériel agricole puisse continuer à fonctionner avec de l'énergie. Rappelons-nous, autrefois, les chevaux étaient nourris avec une part des surfaces agricoles, donc il n'y a rien de nouveau. Après, il faut trouver des limites, comme l'évoquait Philippe, la concurrence des cultures, des usages. Mais si 80% est alimenté par des coproduits, des déchets organiques de fesses ou autres, il y a à réfléchir positivement. Je sais que dans l'interview, justement, Jean-Marc Jancovici nous disait que on ne va pas pouvoir superposer justement tous les usages et qu'une fois tout le monde, si on fait 100% de tel usage qui est attendu, en fait, il n'y a pas assez de terre pour pouvoir répondre à tous ces usages. Donc, il faudra quand même faire des tris, quoi. Absolument. Ok. Autre question. Agriculture sans pétrole d'ici 2030, réaliste ou rêveur ? D'ici 2030 ? Ouais. Rêveur.
Non mais rêveur, il faut être réaliste. Il va falloir bien réfléchir à diminuer sa consommation. 2030, c'est demain. Réaliste 2050, c'est demain, oui, c'est dans 5 ans. Vous voyez que tous les chemins qu'on a à faire, c'est pas possible. 2050, c'est un cap raisonnable pour imaginer une transition où l'agriculture est sortie d'une énergie pétrole, quoi. C'est même plus le mot raisonnable qu'il faudra avoir, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce qu'à un moment donné, il faudra alors déjà passer par les économies d'énergie. Je pense qu'il y en a quand même déjà pas mal à faire. Je prends toujours l'exemple de la vache qui pâture ou de la vache qui est en bâtiment. Elle bosse toute seule. Donc c'est déjà une chose. Et puis en plus, derrière, on coche la case prairie. Donc en émissions nettes, on est quand même pas mal. Mais ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Après, il y a forcément des choses qui vont quand même consommer de l'énergie. Et comme dit Jean-Marc Jancovici, ça, je l'invente pas, c'est quand même vraiment, je reprends ce qu'il dit, c'est on n'a pas d'agriculture sans transport. Ouais, et le transport est vraiment le point. Donc aujourd'hui, c'est plutôt réfléchir de manière territoriale. Peut-être demain, les fruits et légumes, c'est pas dans des bassins qu'il faut les mettre, mais peut-être c'est dans des territoires et pas spécialement dans des régions hyper spécialisées. Ça, c'est peut-être un peu notre drame français où, quand on a parlé de productivité, on a aussi spécialisé. Et en fait, l'hyperspécialisation est une petite contrainte. C'est le drame français, c'est le drame de la mondialisation. C'est-à-dire qu'au-delà même des régions françaises, on a spécialisé dans des pays même. Oui, le drame de la mondialisation, il faut quand même imaginer qu'il y a 80% de la population qui est nourrie par son agriculture familiale, donc c'est pas la mondialisation. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains pays qui ont pris l'ascendant sur certains systèmes. Ouais. Oui, on pourrait rajouter dans tout ce qui vient d'être dit, des questions vont se poser sur la transformation des matières premières agricoles. Je prends l'exemple du lait. 40% des volumes de lait sont exportés. En fromage, il y a une bonne valorisation. En beurre et en poudre de lait, il y a peut-être des questions à se poser sur l'énergie nécessaire pour faire de la poudre de lait et exporter sur des marchés spot qui sont des marchés de dégagement. Donc ça, c'est des véritables questions à se poser par rapport à la ferme agricole française. Ça passe sur l'idée de renforcer les agricultures de chaque pays pour qu'elles soient au plus possible autonomes. Enfin, si je suis le prolongement de ce que tu veux dire. Oui, de toute façon, on a quand même déjà on commence à avoir des signes avant-coureurs. Vous voyez, en Hollande aujourd'hui, il y a quand même un petit clash sur le fait que est-ce qu'un pays très intensif hors sol doit produire pour tout le restant de l'Europe à des coûts environnementaux catastrophiques et énergétiques. Donc voilà, ils se sont posés cette question. Ça a fait quand même débat chez eux. Et voilà, c'est les premières questions qui commencent à se poser dans des systèmes hyper productifs. Ok. Autre question, l'interdiction des engrais de synthèse, ça passe ou ça clash ? Alors, moi, je ne suis pas concerné parce que je suis en bio, mais ouais, non, je pense que ça clash dans un premier temps à court terme. Ouais. Dans un second temps, je pense qu'il y a des méthodes en agroécologie qui permettent de réfléchir plus l'approche sol pour diminuer, je ne dis pas l'arrêt, mais pour diminuer la part d'engrais de synthèse. Diminuer significativement. Voilà, significativement. Mais après, il faut soutenir des plants protéines, il faut soutenir, c'est tout ça. Qui reviennent tout le temps, les plants protéines. De votre côté ? Ça pose problème. C'est sans doute quelque chose qu'il faut essayer de faire, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et comme l'évoquait Philippe, l'agronomie doit redevenir un petit peu au cœur du sujet, avec des assolements permettant d'avoir des légumineuses. Mais s'il n'y a pas la chance d'avoir de la matière organique d'élevage à côté, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Juste en étant un peu provoque, justement, toi tu dis avec des méthodes agroécologiques, on entend des gens qui produisent des engrais qui disent on va faire des engrais décarbonés. Du coup, ils vont nous sauver en fait du problème. C'est toujours l'image verte d'un produit, c'est vert foncé, vert clair, vert tendancieux, voilà. C'est quelle est la meilleure efficacité de l'énergie ? Demain, peut-être que l'énergie, je sais pas, moi à mon niveau, elle sert plus facilement au transport qu'à mettre de l'engrais, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des systèmes qui existent en agroécologie qui peuvent être productifs, mais qui remettent en cause complètement un système amont-aval de filières où les filières doivent se reparler ensemble, et malheureusement,
je veux bien qu'on parle de filières qui ont été construites et puis aujourd'hui où le dialogue est bon, mais c'est pas la réalité du terrain. Quand une filière colza met en place du colza avec le baissant, etc., c'est très bien. Maintenant, il y a aussi 2/3 de coproduits et les coproduits vont dans l'élevage. Et si l'élevage va pas bien, mais qui mange le tourteau? Ou alors, il faut trouver un nouvel usage du tourteau. Donc voilà, parce qu'il y a de la protéine. Donc peut-être de l'engrais. Voilà. Mais, voilà. Pour l'instant, sur la question de tourteau, on a de la place puisqu'il y a du soja importé et 58% du soja importé sert à alimenter les bovins. Donc bovins laitiers et bovins viande. Donc ça pose question. Et je prends un exemple. Dans cette région, le broutard à 400 kg, il est en partie lié au concentré. Donc il va falloir réfléchir. C'est des sacrées remises en question. En tout cas, on a discuté encore hier matin avec la partie agricole du Shift. En fait, un effluent d'élevage, aujourd'hui on va diminuer un effluent d'élevage, donc il pourrait y avoir le souci de dire il peut y avoir un peu moins d'effluent d'élevage, donc moins de fertilité justement pour compenser des engrais. Mais cet effluent d'élevage-là, il est riche en azote parce qu'on va chercher l'azote au Brésil avec un tourteau de soja. Si demain ce soja-là est fait en France, on fixe de l'azote dans nos sols et le soja il est donné à nos poulets, à nos cochons qui donnent de l'effluent d'élevage riche en azote. Donc on est meilleur en termes de cycle. Ok, bon, on arrive à la fin de cette émission. On pourrait en parler pendant des heures. C'est un sujet passionnant. Je vous invite à suivre Philippe Collin sur LinkedIn, j'écris tous les jours ou tous les 2 jours, pas tous les jours. Tous les 2 jours, enfin en tout cas plusieurs fois par semaine. Chaque fois qu'il est sur son tracteur. Voilà, mais il a, je pense, il y a plein de gens qui font des choses, mais Philippe fait des choses à tester. Il y a un système qui semble trouver une certaine résilience. Je fais un lien avec le Shift Project. Donc il y a l'enquête qui avait été ouverte auprès des agriculteurs jusqu'à ce soir. Voilà, l'enquête se clôture. Donc vous pouvez trouver le lien de l'enquête sur le site Sous le hangar. On a mis un lien. Aussi pour aller voir la vidéo de Jean-Marc Jancovici si ça vous interpelle et que ça vous donne envie d'aller sur l'enquête. Merci beaucoup d'être venu. Commentez, partagez, likez évidemment et à la prochaine sur les émissions du Sommet de l'élevage. Salut. Merci. Au revoir. Comptoir des éleveurs.